ou organisations environnementales qui voudraient défendre un espace vert, la biodiversité ou l'environnement tout simplement. Afin de faire avancer les discussions et de diffuser les connaissances, on fait aussi des projets comme organiser des webinaires. Maître Bichaille, qui va nous faire sa présentation dans quelques instants, est avocat au Centre québécois du droit de l'environnement, le CQDE, depuis 2015, où il fait un travail incroyable pour faire avancer le droit de l'environnement. Le CQDE, quant à lui, a pour mission de servir les citoyens dans des dossiers de droit environnemental. Par exemple, la ligne verte permet de dispenser de l'information juridique et ils offrent aussi des services juridiques comme de l'accompagnement ou de la représentation. Before we start, I'll just quickly explain how the evening will go. Donc, Maître Bichaille va nous faire sa présentation, qui sera ensuite suivie d'un échange avec Maître Kimball Stewart, qui est avocat et président du Fonds d'héritage. Puis finalement, on va clore l'échange avec des questions du public pour Maître Bichaille, que vous pourrez écrire dans le chat, puis que moi, je vais les lire par la suite à Maître Bichaille. Donc, j'espère que tout le monde, vous allez pleinement profiter du webinaire. Et Maître Bichaille, je vous laisse la parole. Merci. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, Marianne, pour cette introduction. Et tout d'abord, j'aimerais remercier chaleureusement le Fonds d'héritage pour l'environnement pour cette invitation et pour toute l'organisation de ce webinaire, avec une mention spéciale pour Jason Prince parce que il a patiemment composé avec mon horaire professionnel parfois déraisonnable. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, bon, par où commencer, c'est la question. Si vous me permettez, je vais, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ou peu le CQD, commencer par présenter sommairement notre organisme. C'est un organisme à but non lucratif. Depuis quelques années, c'est aussi un organisme de bienfaisance qui peut émettre des reçus officiels pour des dons. Ce sont plus de 300 membres de partout aux 4 coins de la province. Et le CQD est le seul organisme de bienfaisance au Québec qui offre une expertise indépendante en droit de l'environnement. Alors, pour résumer, notre mission, c'est essentiellement en fait, le CQD met son expertise juridique au service de la protection de l'environnement et de la population. En d'autres mots, nous utilisons le droit pour protéger l'environnement, pour que les citoyennes et les citoyens puissent être mieux outillés pour protéger l'environnement eux-mêmes, elles-mêmes. Alors, nos axes d'intervention, c'est comment on y arrive, comment le CQD joue ce rôle de gardien du droit de l'environnement. Ces 3 axes d'intervention, le premier, c'est d'informer et de sensibiliser le public sur ses droits, sur les outils qui sont à sa disposition pour participer activement à la protection de l'environnement. Concrètement, n'importe qui peut aller sur notre site web et visiter Obitaire, une banque d'informations juridiques gratuite en ligne qui explique plein de sujets de droit de l'environnement le plus clairement et simplement possible. Nous mettons beaucoup d'efforts pour que ce soit vraiment vulgarisé, mais exact. Par exemple, on y trouve un texte sur les bases du droit de l'environnement. Ça explique la loi sur la qualité de l'environnement, c'est quoi la différence entre une loi et un règlement. Ça parle des espèces à statut précaire. On y apprend plein de choses sur la protection juridique des milieux humides et hydriques. Alors, vous pouvez aller voir comment fonctionnent les demandes d'accès à l'information, etc., etc. Si vous n'avez toujours pas la réponse à votre question après avoir visité Obitaire, il y a aussi la ligne verte avec le soutien de notre clinique juridique qui, comme le mentionnait Marianne tantôt, permet en fait à toutes et tous de poser des questions directement à notre équipe juridique via un petit formulaire en ligne ou carrément directement par courriel. Donc ça, c'est le premier axe d'intervention. Le deuxième, c'est tout notre travail sur les réformes législatives et réglementaires. Alors, non seulement quand il y a un nouveau projet de loi ou de règlement touchant à la protection de l'environnement, environ 100% du temps, le CQD va l'analyser et le commenter pour essayer de le bonifier, pour une meilleure protection juridique de la nature. Et ces temps-ci, il y a beaucoup de mouvements sur ce front-là. Nous pourrons en parler un peu plus tantôt. Et le troisième axe d'intervention, et non le moindre, c'est nos démarches auprès des tribunaux.
Alors, comme avocat de litige, moi, c'est ma partie préférée et je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, mais ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Donc, j'aimerais justement commencer par comment vous pouvez faire. Donc, j'ai souligné ici le mot s'informer pour bien planifier parce que se mobiliser de façon efficiente, c'est de viser le bon interlocuteur au bon moment, de la bonne manière. Alors, c'est ça qui permet au droit d'amplifier la portée des actions citoyennes pour l'environnement. Et j'espère vous convaincre aujourd'hui que ça, c'est toute la clé, c'est l'information. Parce qu'on pense souvent, par exemple, aux tribunaux, aux poursuites, aux injonctions, etc. Mais en fait, ça, c'est la pointe de l'iceberg. C'est vraiment aussi souvent la dernière étape d'un processus qui implique beaucoup de notions juridiques. Alors, comprendre le droit, c'est vraiment incontournable pour formuler des demandes qui vont être jugées réalistes et pertinentes par les personnes à qui vous vous adressez. Je vous donne une petite anecdote. Il y a environ 10 ans, il y a un monsieur qui a intenté un recours pour réclamer la propriété de la planète Terre et, tant qu'à y être, la Lune aussi, et en passant toutes les planètes du système solaire. Alors, manifestement, il ne s'était pas suffisamment bien renseigné au préalable sur le droit. S'il s'était tourné vers le CQDE, nous aurions peut-être pu lui éviter le jugement de la Cour supérieure qui le critique assez sévèrement. Alors, dans cet objectif-là, des outils comme Obitaire et la ligne verte prennent justement toute leur pertinence. J'aimerais commencer justement par faire un survol des sources de droit. Alors, les principales sources de droit, les voici sur cette fiche, mais il y en a d'autres. Par exemple, je n'ai pas mentionné la Constitution, les accords internationaux, des choses comme ça. Mais il y a quand même une certaine hiérarchie entre tous ces documents-là. On parle parfois de pyramide, du sommet vers le bas, et tous ces documents peuvent contenir des éléments qui concernent la protection de l'environnement, mais ils n'ont pas tous le même effet ou la même valeur. Les lois sont adoptées au Parlement du Canada ou à l'Assemblée nationale du Québec par les élus. Les lois énoncent des droits et des obligations. Les règlements sont adoptés par le gouvernement, donc par la branche exécutive plutôt que législative, ou encore par les municipalités, qui ont aussi le pouvoir de créer des règles qui sont applicables sur leur territoire. Et les deux, autant les lois que les règlements, contiennent des règles de droit. C'est quoi la différence entre les deux? En gros, la loi va poser les principes généraux et le règlement, lui, va comporter plus de détails quant à l'application de ces principes-là, ce qui permet en fait la mise en œuvre de la loi. Alors, un exemple, au Québec, on a la loi sur la qualité de l'environnement, mais cette loi est complétée par environ 70-80 règlements qui touchent à plein de sujets, de la qualité de l'atmosphère à l'eau potable, en passant par les sols contaminés, etc., etc. Et que ce soit des lois ou des règlements, toutes ces règles sont écrites dans des termes généraux. Mais souvent, les situations factuelles là, sur le terrain, ça survient dans des zones grises entre les grandes lignes que sont les règles de droit. Par exemple, une personne va considérer qu'elle respecte les règles, mais son voisin ne serait pas d'accord. Alors justement, les tribunaux rendent des décisions qui viennent interpréter les règles, reconnaître des droits, sanctionner le défaut de respecter une obligation, etc. Et l'ensemble de ces décisions rendues par les tribunaux, ça vient ajouter de la chair autour de l'os. Les décisions des tribunaux ont généralement une valeur de précédent, donc c'est réellement une source de droit importante. Mais attention, avant de se tourner vers les tribunaux, c'est vraiment souvent la dernière option. C'est en dernier recours. C'est vraiment, on peut le voir comme un filet de sécurité parce que souvent, honnêtement, ça coûte cher, généralement. C'est assez long la plupart du temps et c'est incertain. On peut se retrouver avec des mauvaises surprises. Et ça, tous les plaideurs le savent, croyez-moi. Donc, c'est la raison pour laquelle, souvent, s'il y a d'autres moyens d'y arriver, on va commencer par les autres moyens d'abord. Ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi la doctrine, qui vaut la peine d'être mentionnée, parce qu'il y a toute une communauté d'auteurs qui écrivent sur le droit. Et ça vient commenter, parfois critiquer
souvent tenter d'ajouter de l'ordre dans les idées pour mieux comprendre le tout. Là, ça, c'était les sources de droit. Maintenant, comment faire pour s'informer, pour bien planifier? Comme je le disais tantôt, une des choses essentielles à la mobilisation, j'ai devancé, je pense. Voilà, donc les principales sources de droit, j'en ai parlé. Maintenant, comme je le disais tantôt, une des choses essentielles dans la mobilisation citoyenne, c'est d'identifier les bons interlocuteurs à approcher. Le droit de l'environnement, c'est un domaine très vaste dont la compétence est partagée entre les différents gouvernements, fédéral, provincial et municipal. Par exemple, généralement, c'est un ou plusieurs ministres qui ont la responsabilité de l'application d'une loi, de ses règlements d'application. Bien entendu, je dis ministre parce que dans la loi, c'est le ministre qui est désigné, qui est ultimement imputable, mais vous comprendrez que nécessairement, dans les faits, ça implique surtout le personnel du ministère. Donc, les fonctionnaires, les experts sont très impliqués dans toute l'analyse qui mène à une décision. Un exemple emblématique d'une loi touchant à la protection de l'environnement au Québec, c'est celle que j'ai mentionnée, la loi sur la qualité de l'environnement, dont la responsabilité d'application repose sur le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, MELCCFP pour les intimes. Cette loi a été adoptée en 1978 et a subi une importante réforme en 2017. Son but, c'est de protéger l'environnement, bien entendu, notamment en énonçant une règle générale qui interdit qu'on dégrade la qualité de l'environnement, par exemple en émettant des contaminants comme des déchets ou du bruit excessif. Mais il y a beaucoup d'exceptions à cette règle. Par exemple, certaines activités sont carrément exemptées et pour d'autres, le ministre peut émettre des autorisations qui permettent de porter atteinte à la qualité de l'environnement. Des milliers d'autorisations sont émises à chaque année. En 2020, le site Web du ministère indiquait qu'il recevait annuellement 5 000 demandes d'autorisation pour l'ensemble du Québec. Et elles ne sont pas souvent refusées, mais elles sont souvent assorties de conditions. C'est vraiment beaucoup de types d'activités qui sont visées, que ce soit des travaux dans un milieu humide, la construction d'un centre de recyclage, le prolongement d'une autoroute, etc. Donc, cette loi-là revient souvent dans notre travail et possiblement dans vos démarches. Donc, c'est pour ça que, évidemment, je mentionne cette loi-là, mais les lois et règlements du Québec qui touchent à l'environnement, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a la loi sur l'eau, la loi sur les pesticides, la loi sur la conservation du patrimoine naturel pour les outils de conservation comme les réserves naturelles, la loi sur les espèces menacées et vulnérables pour les espèces à statut précaire, etc., etc. Alors, justement, en parlant d'espèces à statut précaire, il y a un élément important que je dois mentionner, c'est que si un milieu naturel est menacé, par exemple, par un projet immobilier sur un lot qui appartient à un promoteur et sur lequel il y a une espèce faunique menacée, en ce moment, aujourd'hui, le fait d'aller cartographier et de cartographier son habitat et de tenter d'obtenir une protection en droit québécois, c'est essentiellement impossible parce que le règlement québécois, le règlement sur les habitats fauniques, s'applique seulement sur des terres publiques. C'est vraiment une lacune importante dans notre capacité collective à assurer la protection de la biodiversité. Et c'est quelque chose qui doit changer. Le CQDE et d'autres le demandent depuis des années. C'est d'ailleurs cette faille, donc le fait que notre règlement provincial, le règlement sur les habitats fauniques, ne s'applique pas en terre privée. C'est cette faille qui fait en sorte que des décrets d'urgence ont été pris par le gouvernement fédéral pour venir combler ponctuellement des lacunes dans des cas extrêmes là, qui étaient urgents, comme à la Prairie en 2015 ou à Longueuil en 2021 pour protéger l'habitat essentiel de la rainette faux-grillon. Pour enchaîner justement avec le fédéral maintenant,
parce que l'environnement est une compétence partagée, ce qui veut dire que le gouvernement fédéral a également son mot à dire dans certains cas. Il faut savoir que les règles de droit fédéral s'appliquent surtout si on se retrouve sur des terres fédérales, par exemple un port comme le port de Québec ou sur les eaux navigables. Un exemple, en fait, c'est toute la réglementation municipale sur les bateaux sur un lac. Il y a un organisme qui s'appelle la Coalition Navigation qui s'intéresse spécifiquement à cette question, qui est revenue dans les nouvelles tout récemment. Donc, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique est responsable notamment de l'application de la loi fédérale, la loi sur les espèces en péril. Cette loi-là vient compléter les autres lois en matière de protection des espèces plus à risque et de leurs habitats. Alors ça nous a été utile dans le passé, quand les mesures provinciales étaient insuffisantes, qu'on parle de la rainette pour grillon, ou aussi on peut penser à, en ce moment, la discussion, ou si vous voulez, le bras de fer peut-être, selon, concernant la protection du caribou. Alors, on devrait enfin connaître ce mois de juin, donc tout bientôt, le plan du Québec, enfin, pour voir s'il sera assez robuste pour éviter une intervention du fédéral, justement. Ensuite, pour retourner maintenant au provincial, il y a la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation qui est responsable de cette loi-là. C'est une loi qui constitue sans aucun doute une des lois les plus importantes en matière d'environnement au Québec. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme établit tout le cadre juridique concernant l'aménagement du territoire. C'est un cadre complexe. C'est une loi difficile à lire, même pour les juristes qui s'y connaissent. Mais c'est une loi qui est essentielle pour, par exemple, contrer l'étalement urbain, toute la destruction de milieux naturels qui en découle souvent. Quand on pense à la transition écologique, la modification des habitudes de déplacement et ultimement pour lutter contre les changements climatiques, beaucoup d'éléments clés reposent sur ce cadre-là, avec ces acteurs clés. Ce sont les communautés métropolitaines, les municipalités régionales de comté et bien évidemment les municipalités. Les communautés métropolitaines comme la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, sont des actrices avec beaucoup d'influence qui peuvent être des intervenantes très utiles dans vos démarches et vos revendications. Quand on pense par exemple au règlement de contrôle intérimaire qu'on appelle RCI, qui concerne la protection des milieux naturels adopté il y a quelques mois dans le cas de la CMM, ça c'est un exemple de l'importance de l'espace politique métropolitain et le poids qu'il peut avoir sur l'aménagement du territoire. Au niveau des MRC, les plans régionaux des milieux humides et hydriques sont en ce moment un sujet d'actualité que vous pouvez suivre et qui sont supposés apporter une plus grande protection. Donc, c'est vraiment un sujet à suivre. Finalement, vos municipalités locales, je vais le dire et le redire, ce sont des actrices incontournables auxquelles vous avez le plus facilement accès. Évidemment, de grâce, je ne devrais pas avoir à le dire, mais bon, c'est important d'employer le ton approprié avec les élus et les fonctionnaires, le ton qui va vous permettre d'avoir le plus grand impact, c'est-à-dire donc respectueux, civil et surtout aussi rigoureux quant au fond des sujets, s'assurer qu'on est certain de ce qu'on dit quand on parle, quand on demande quelque chose. Ça va permettre justement la crédibilité de nous prendre au sérieux. Ensuite, donc, s'informer pour bien planifier, c'est aussi, donc maintenant que j'ai parlé des sources de droit, j'ai parlé des principaux intervenants, il y en a beaucoup d'autres évidemment, d'autres ministères, etc. Mais il est temps de parler d'accès à l'information. L'accès à l'information, ce n'est pas seulement des demandes d'accès à l'information. Et ce sujet de l'accès à l'information, il est vraiment très central, il est fondamental. J'aime le dire, c'est le plancher, c'est les meubles, c'est le toit, c'est tout quand on fait du droit de l'environnement. Alors, l'accès à l'information,
je vous dirais que avant de se rendre à la demande d'accès à l'information, en fait, en tout, c'est essentiellement 4 incontournables que je vais vous mentionner. Et là, je fais ça un peu vite, mais honnêtement, l'accès à l'information, je le fais vite, non pas parce que c'est important, au contraire, c'est fondamental, comme je vous dis, mais c'est vraiment parce que c'est un sujet qui devrait faire l'objet vraiment d'une présentation en soi. Mais pour mentionner ces 4 incontournables, en fait, d'abord, je vous dirais qu'il ne faut pas choisir, il faut se servir de tous ces moyens pour rester informé. Et c'est ça qui permet une vigilance qui est à la fois préventive et une vigilance qui est réactive. Parce que vous habitez un secteur donné, vous devenez les experts de ce territoire-là. Vous le vivez et vous l'observez et surtout, vous le connaissez. Alors, c'est certain que ce que je dis ici, c'est beaucoup de travail. Alors, justement, le moyen d'y arriver, c'est de s'organiser en groupe, ensemble, idéalement, si c'est possible. Et pour le faire, il y a une superbe ressource qui est le réseau Demain le Québec, avec qui nous collaborons et qui peut accompagner les groupes de citoyens pour les aider à s'outiller pour la mobilisation, l'organisation, plein d'éléments qui sont autres que juridiques, là, vraiment pour bien s'organiser. Parce que ce qu'on voit, par exemple, c'est que quand un groupe citoyen en est encore à ses débuts, ce qu'on voit souvent, c'est que 2 ou même 3 personnes ou même plus vont faire un peu le même travail en parallèle. Il y a un dédoublement du travail. Ils vont poser les mêmes questions à leur municipalité, vont poser les mêmes questions au CQDE. Et c'est sûr que c'est moins efficace, là, et pour vous surtout. Alors, quand les citoyens s'organisent ensemble, ils et elles peuvent se diviser le travail. Par exemple, une personne peut être l'interlocutrice auprès de la municipalité, assister aux séances du conseil municipal, à toutes les séances, là, si possible, si la personne a la capacité. Une autre personne auprès du CQDE pour aller comprendre les aspects juridiques. Une autre personne peut-être pour faire du porte-à-porte, pour élargir les rangs du groupe citoyen. Et là, et prêtez attention à ça, une personne pour surveiller religieusement les journaux locaux, pour aller défricher, déchiffrer les avis publics émis par la municipalité. Je ne peux même plus compter le nombre de fois où des citoyens finalement nous disent « Oups, le règlement du zonage a déjà été adopté depuis des mois » ou encore « Oups, le projet a déjà ses autorisations et ses permis » ou encore « Oups, le projet est déjà en construction ». Alors, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de venir rattraper, de venir agir là, vraiment en aval de tous ces processus-là, où il y aurait eu des occasions pour les citoyens, possiblement, d'avoir une certaine influence. Alors, donc, je parle des séances du conseil municipal, je parle des journaux, donc les avis publics, oui, mais aussi ce qui se passe dans l'actualité, votre journal local et les journaux nationaux aussi, parce qu'il y a des sujets provinciaux et fédéraux qui peuvent avoir un impact sur votre territoire. Et là, une fois que vous êtes rendu à avoir fait ces étapes-là, il y a aussi, est-ce que justement le projet a fait l'objet d'une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement? Est-ce que cette demande d'autorisation a été accordée? Est-ce qu'il y a une autorisation qui a été délivrée? Alors, avant de faire une demande d'accès à l'information, il faut commencer par vérifier sur les registres du site du ministère pour voir justement ces informations. Et là, si vous avez toujours de l'information qui vous manque, et ça va être souvent le cas, là, rendu au stade de la demande d'accès à l'information, vous pouvez aller voir sur notre site Web, sur la page Obitaire. Vous pouvez aller voir sur le site Web de la Commission d'accès à l'information, qui contient quand même pas mal d'outils intéressants. Et au besoin, évidemment, vous pouvez, comme je le mentionne, vous tourner vers la ligne verte du CQDE. Se mobiliser. Je veux pas mal faire le tour de tout ça. Se mobiliser, en fait, il y a 2 types de vigilance citoyenne. La vigilance de réaction, c'est par exemple les mesures de suivi. C'est quoi? C'est par exemple demander au ministère de l'Environnement de faire une enquête sur certaines situations environnementales problématiques, par exemple quand vous soupçonnez qu'il y a des contaminants qui ont été émis de manière illégale.
Donc, une enquête, ça peut impliquer que le ministère va peut-être envoyer quelqu'un sur le terrain pour faire des vérifications, pour voir est-ce que la réglementation a été respectée. Peut-être qu'il va y avoir un avis de non-conformité envoyé à une entreprise ou à une personne. Des fois, il y a même des poursuites pénales qui peuvent être intentées par le ministère, etc. Et quand il y a une situation qui requiert une intervention immédiate, là, il y a un service urgence environnement du ministère de l'Environnement. Il y a un numéro de téléphone. Là, je vous le donne, vous pouvez le noter, mais ça se trouve sur le site du ministère. C'est 1-866-694-5454. Donc, ça, c'est le numéro de urgence environnement du ministère. Ou sinon, une autre mesure de suivi, c'est de formuler une plainte à caractère environnemental au ministère pour tout ce qui vous semble non conforme aux lois environnementales ou au règlement. Et ça, c'est vraiment pour les situations qui ne sont pas nécessairement urgentes, là, mais où vous constatez quelque chose. Et surtout, quand on est en mode réaction, ne tardez pas à agir. C'est sûr que je sais très bien que je vous dis de faire plein de choses, puis souvent, vous faites ça de façon bénévole et vous avez vos propres occupations. Donc, je vous donne les outils, puis vous les utilisez comme vous pouvez, mais ne tardez pas à agir. Ça, c'est important, je dois absolument insister là-dessus parce que dans la loi, dans les lois, il y a une panoplie de délais qui peuvent restreindre votre possibilité d'agir vis-à-vis une menace à l'environnement. Donc, quand on est en mode réaction, il faut souvent faire vite. Il y a des délais, et il y a des délais dans les lois. Des fois, c'est 3 ans, des fois, c'est 1 an, souvent, c'est 30 jours, des fois, c'est même 10 jours. Alors, c'est vraiment important d'agir très rapidement et de contacter toutes sortes de ressources que vous pouvez trouver rapidement. Aussi, je suis un avocat, donc je suis un peu obligé de vous dire de garder des traces écrites de l'ensemble de vos démarches. C'est absolument essentiel. Après, ça va être très difficile d'avoir des preuves là, purement verbales. Ce n'est pas impossible, là, mais c'est beaucoup plus facile quand on a des traces écrites. Utilisez le courriel plutôt que le téléphone souvent. Des fois, le téléphone, ça a son utilité, mais souvent avoir une trace écrite, peut-être appeler, puis après confirmer par courriel ce qui vient de discuter par téléphone. Ça, c'est un truc qu'on utilise aussi. Donc, ça, c'est pour les mesures de suivi. Il y a aussi, quand c'est nécessaire, des démarches, donc c'est écrit juridique, mais en fait, je devrais plutôt écrire judiciaire. Donc, par exemple, un recours, là, puis j'en mentionne un parmi d'autres, il y a une page web sur Obiter qui explique sommairement les différents recours citoyens, mais il y en a un qui est le pourvoi en contrôle judiciaire. C'est quoi cette chose-là, le pourvoi en contrôle judiciaire? C'est que si un organe étatique, ça peut être un ministre, ça peut être une municipalité, a pris une décision qui est illégale, qui est déraisonnable. Alors, pas juste une décision avec laquelle on n'est pas d'accord, mais une décision qui vraiment franchit une ligne qui est loin là, de ce qu'on pourrait s'attendre. Là, c'est possible pour les tribunaux d'intervenir, possiblement d'invalider des fois la situation, la décision. Mais c'est assez rare, c'est difficile comme recours, mais ça existe et c'est important de savoir que ça existe. Un autre recours, le dernier que je vais mentionner pour aujourd'hui, pour l'instant, parmi les démarches judiciaires, c'est l'injonction. Alors, on entend parler d'injonction, mais c'est quoi? Une injonction, c'est quand on demande au tribunal d'ordonner à quelqu'un de faire ou de ne pas faire quelque chose. Donc, une injonction, c'est vraiment très puissant comme outil. En droit de l'environnement, c'est difficile d'obtenir une injonction, souvent, parce que souvent, la personne qui est en train d'agir d'une façon avec laquelle on n'est pas d'accord, elle respecte son autorisation, elle respecte la loi. Alors, si elle respecte la loi, généralement, ce n'est pas possible d'obtenir une injonction. C'est extrêmement rare les exceptions à ça. Ça, c'est vu, mais c'est rare. Donc, une injonction, on y pense peut-être plus quand on voit une situation illégale. Et là, c'est un des recours plus faciles d'obtenir, facile en guillemets. Alors, en lien avec ça, je peux vous mentionner qu'une atteinte hypothétique au droit à la qualité de l'environnement, quand c'est hypothétique, ce n'est pas suffisant. Ça, les tribunaux l'ont dit, ce n'est pas suffisant pour obtenir une injonction. Ça prend un haut degré de probabilité
qu'un dommage soit causé à l'environnement pour qu'on puisse aller obtenir une injonction. Alors, à garder en tête. Mais ce qui est intéressant en droit québécois, qui n'est pas le cas dans d'autres juridictions, c'est que dans notre loi sur la qualité de l'environnement, nous avons des dispositions spécifiques qui viennent élargir les possibilités d'obtenir une injonction. On a l'injonction aux articles, là, je ne vous mentionne pas plein d'articles aujourd'hui, mais 19.1, 19.2, 19.3 de la loi sur la qualité de l'environnement. C'est quand même très intéressant. Ça veut dire qu'à partir du moment où on soupçonne qu'une personne ne respecte pas la loi sur la qualité de l'environnement ou ses règlements, c'est relativement, en guillemets, facile. Donc, beaucoup de différentes personnes, pas juste le voisin, mais aussi une personne qui fréquente ce lieu-là, pourrait aller demander une injonction. Alors, j'ai parlé beaucoup de vigilance de réaction, comment réagir à des situations, mais il y a aussi la vigilance de prévention. Et ça sera le dernier point, donc qui se décline ici comme ça. S'informer, s'organiser, participer. La vigilance de prévention, cet autre volet de la vigilance citoyenne, est primordial dans la mobilisation. C'est peut-être plus difficile, du moins, ça requiert en fait un effort plus soutenu. Ça implique de prendre un pas de recul et de réfléchir à comment éviter les situations préoccupantes au niveau environnemental, à la source. Alors, comment y arriver? Justement, s'informer, j'en ai parlé, j'ai parlé d'accès à l'information, s'organiser, j'ai mentionné le réseau de Mail Québec, j'ai mentionné les façons de diviser le travail, mais il y a aussi parfois les organismes de conservation qui peuvent faire des démarches auprès de propriétaires privés qui possèdent des terrains abritant des milieux naturels. Je pense au RMN, le réseau de milieux naturels protégés. Il peut vous aider à savoir quel est le ou les organismes de conservation pertinents dans votre situation. Et enfin, participer. C'est là où je veux insister. Participer, c'est s'investir dans les consultations publiques. Il y en a au fédéral, au provincial et au municipal à différentes occasions. Donc, en amont des problématiques, c'est de participer et se faire entendre à tous les niveaux. Mais c'est aussi de prendre de l'initiative et d'amener ses propres idées au conseil municipal. Votre conseil municipal, c'est vraiment, je le dis, le forum le plus accessible pour porter vos revendications. Soyez, entre guillemets, abonné à votre conseil municipal et la vigilance de prévention, justement, ça implique de se tenir au courant de ce qui se passe au niveau local, mais aussi régional et métropolitain selon le cas, et provincial et fédéral. Et vous pouvez être créatif. Vous pouvez demander à vos élus de mettre en place de la réglementation en environnement sur plein de sujets. On peut penser aux pesticides, à la réduction à la source des matières résiduelles, plan de mobilité active, l'accès aux lacs et aux cours d'eau, les espèces envahissantes, etc., etc. Il y a plein de sujets, plein de dossiers sur lesquels vous pouvez déjà vous mobiliser si ce n'est pas déjà le cas. Et vous pouvez demander des rencontres avec vos élus et leurs équipes. Et ce, sans attendre qu'il y ait un projet X ou Y qui vous précipite, là, qui vous bouscule. Et le CQDE, nous pouvons aussi alimenter vos réflexions, vous aider à agir en mode prévention. Alors, je termine en remerciant encore le Fonds d'héritage pour l'environnement. Je vous incite à donner généreusement, si vous pouvez, à ces deux organismes, le CQDE et le Fonds d'héritage, parce que c'est vraiment une manière de contribuer de manière très concrète à la protection de l'environnement. Ce sont deux organismes qui aident vraiment à renforcer les capacités des groupes citoyens, qui sont le grassroots en bon français, qui est nécessaire pour du changement positif pérenne. Voilà. Merci beaucoup, Maître Bichel, pour la présentation qui était très intéressante, puis je suis certaine que tout le monde trouvait ça très bénéfique. Maintenant, on va passer à l'échange donc entre Campbell Stuart, le président du Fonds d'héritage, et Maître Bichel. Donc, Campbell, je t'invite à poser tes questions, puis par la suite, on va pouvoir avoir les questions de l'audience que je vais poser. You're on mute.
OK, mais merci beaucoup. Désolé pour ça, je suis un peu nouveau à ce genre de choses. Alors, Maître Bichard, merci beaucoup pour le discours. C'est très, très, très informateur. Pour vous demander de vous répéter, mais les gens souvent se trouvent devant des questions juridiques, et entre autres, dans leur quête pour protéger l'environnement. Alors, ce serait quoi la première suggestion que vous ferez aux gens dans cette situation? Qu'est-ce qu'ils font au début? Est-ce que c'est faire de l'étude? Est-ce que c'est de vous parler? Est-ce que c'est de faire de la recherche? C'est quoi la première étape pour les gens qui aimeraient protéger l'environnement local pour eux autres? Alors, je dirais que la toute première chose, c'est de se parler entre elles, entre eux. Parce qu'un citoyen seul, une citoyenne seule, peut en faire des démarches et peut arriver à plein de belles victoires, mais c'est beaucoup plus difficile seul qu'en groupe. Et donc, c'est pourquoi j'insiste aussi sur s'organiser. S'organiser pour pouvoir s'informer. Parce qu'une personne qui est capable de s'informer, c'est quand même une capacité moindre que 2 personnes, que 3 personnes. Donc, plus on est nombreux à être investis, plus on est capable de séparer les bouchées pour que ça soit plus gérable parce que, évidemment, quand ce n'est pas notre emploi là, de protéger l'environnement, quand c'est quelque chose qu'on fait quand on a la capacité de le faire à côté, bien, on a besoin d'aide. Alors, c'est de parler à ses voisins, d'aller au conseil municipal et de voir qui d'autre est présente pour en parler à eux et s'organiser de cette façon-là. Et ça devient pas mal plus gérable. Donc, c'est vraiment l'étape la plus élémentaire, je dirais. OK, bien, merci beaucoup. Ça fit très bien avec la philosophie du Fonds d'héritage, parce qu'on supporte les groupes de citoyens à ce niveau aussi. Alors, c'est bon à savoir. Pour commencer à faire de la recherche, je pense que vous avez indiqué que vous avez un site web avec des questions et réponses, etc. Est-ce que vous pouvez nous remind us what that is, where to go? Alors, le site web du CQDE, c'est cqde.org. Et sur ce site web, si vous voulez, je pourrais faire peut-être un partage d'écran. Ça va être plus visuel. Je peux Oui, s'il vous plaît, oui. Oui. Alors, voici le site web du CQDE. Et sur ce site web, vous avez un menu en haut à gauche dans lequel vous avez une section obitaire s'informer. Alors, en cliquant ici, vous avez déjà des sections, des thèmes. Alors, si je parle, par exemple, de municipalité, je clique là-dessus et assez facilement, je vais avoir donc une introduction et plusieurs différents articles. Alors, c'est quoi les pouvoirs des municipalités? C'est quoi cette chose qu'on appelle le principe de subsidiarité? C'est quoi les limites au pouvoir des municipalités, etc., etc., avec quand même des vidéos et plein d'outils qui se veulent très accessibles et simples à comprendre pour les citoyens. Obitaire, c'est les municipalités, mais c'est aussi les changements climatiques, la protection de la biodiversité, les droits citoyens. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas statique. Nous continuons à ajouter des articles sur Obitaire. Nous continuons à alimenter ça avec l'aide de notre clinique juridique de façon régulière. Alors, si vous ne trouvez pas aujourd'hui, peut-être que vous allez le trouver à un autre moment et entre-temps, il y a toujours la ligne verte. Ah, mais merci beaucoup. Est-ce que vous aurez objection à ce que on dirige des gens qui se trouvent sur notre site web, qu'on leur dirige chez vous pour ces informations? Sur Obitaire, je pense que ça nous ferait grand plaisir et ça serait très utile pour beaucoup de personnes. En fait, c'est probablement la partie de notre site web qui reçoit le plus de visites et avec raison, parce que c'est ce qu'on veut. On veut que les personnes puissent vraiment absorber cette information elles-mêmes pour qu'elles soient un peu partout sur le territoire les vecteurs de changement. OK. Autre question, on a entendu beaucoup parler
des failles dans le système gouvernemental pour les certificats d'autorisation. Est-ce que est-ce que vous pensez que le système d'affichage des informations s'améliore ou est-ce que c'est quoi l'état dans votre perspective? Alors, ça vient me chercher, Campbell, parce que quand il y a eu la réforme de la loi sur la qualité de l'environnement en 2017-2018, on a fait au CQDA quand même des démarches importantes pour s'assurer d'aller obtenir un gain en matière d'accès à l'information environnementale, qui était ce fameux registre de l'article 118.5 de la LQE, la loi sur la qualité de l'environnement. Alors, c'était nouveau, c'était un registre qui devait faire en sorte que, au lieu de faire une demande d'accès à l'information pour suivre tout ce processus pour savoir c'est quoi le projet exactement, c'est où, quelles sont toutes les activités associées à ce projet, bien, tout ça, on pourrait simplement l'obtenir en un seul clic directement en ligne sur le site Web du ministère. Et ça, c'est quelque chose qui maintenant, des années plus tard, ce n'est toujours pas en vigueur. Ça a été mis dans la loi a été adoptée et tous les autres articles de la loi ont été mis en vigueur, sauf cet article-là. Alors, on a fait des démarches auprès du ministère, on a fait des relances, on a fait des suivis. Et là, finalement, on a commencé à monter le ton parce qu'après des années, on trouve que ça étire un peu trop. On nous dit du côté du ministère qu'ils veulent le faire, qu'ils veulent bien, que c'est des raisons techniques, donc de technologie de l'information, de sécurité et tout ça. D'accord. Mais on n'a même pas un délai, un horizon de temps quand ça va venir. Est-ce que ça va être d'ici la fin de l'année? Est-ce que ça va être dans un autre 5 ans? Ce qui pour nous serait quand même assez inacceptable, là, vu qu'on nous a promis dans la loi cet outil-là qui est tellement important pour nous, pour vous. Donc, on insiste beaucoup là-dessus. Oui, c'est bien certain de ne pas avoir accès aux informations dans une façon, in a timely fashion. It's a real problem for everybody. We want to get started, but how do we get started if we don't have access to the facts? And it's that much more important when, as I mentioned earlier, sometimes the deadlines are so short. If there's something that needs to happen in 30 days and it takes more than 30 days to access the information, it's illusory to think that citizens can play their role. Do you think there's any way to correct that? Well, the CQDE has an ongoing, I believe, campaign to have people add their voices to this request that this registry, le registre de l'article 118.5, finally, that we would get a firm undertaking, a firm engagement, that we will finally have it, this year or at the very latest, I would say, within the next year. And is this is a petition, or you're asking people to write, or it's already done, or? So the way it works, let me just check, make sure I'm not saying the wrong things. The way it works is that people go on our website and participate directly by adding their name, and then this sends an email to the Minister of Environment, who is responsible. Okay, so same question as before. Would you have any problem with us sending people to that link on your website to participate in this? Quite the contrary, we invite you to, we welcome you to. I think it'll be useful for everybody in Quebec who cares about the environment and who wants to know what's happening. That's wonderful. Well, thank you very much. And one last question, and that is, je suis avocat moi-même, mais je suis avocat en droit corporatif. Alors, je suis pas expert en droit environnemental, malgré le fait que les gens me posent des questions que je ne peux pas répondre. C'est pour ça qu'on engage des vrais experts comme vous. Mais c'est juste une question comme avocat, dans ma carrière, il y a des bons points et des mauvais points, mais vous avez travaillé dans le domaine plusieurs années. C'est quoi la chose le plus exciting or satisfying
in your career so far? J'ai mentionné le dossier de la Renette Faugrillon. En fait, côté très personnel pour moi, quand j'étais encore dans mon processus d'embauche au CQDE, pour me préparer pour l'entrevue, j'ai lu un jugement formidable de 2015 sur la Renette Faugrillon et sur sa protection juridique. Et je me suis dit, quand je vais être grand, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Et donc, j'avais vraiment l'impression d'avoir bouclé la boucle quand en 2021, moi-même, je suis allé plaider pour le CQDE et autres pour justement protéger la Renette Faugrillon et j'ai obtenu un jugement quand même intéressant en injonction pour protéger l'habitat essentiel de cette espèce. Alors, ça, c'est un bon coup. Il y a aussi des moins bons coups. On pourra en parler une autre fois peut-être. Mais la question pour le Renette Faugrillon, c'était vraiment, it was a really high point. You were very good. Alors, ça termine mes questions en général. Je pense qu'il y a plusieurs autres questions dans le chat. Alors, je vous remercie encore, Marc, pour cette présentation et je vais retourner ça à Marianne. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, si vous avez des questions maintenant pour Maître Bichette, je vous invite à les écrire dans le chat et moi, je vais les lire. Donc, pour commencer, on a 2 questions de Alain M. Gaulin qui dit « J'ai l'impression que le ministère de l'Environnement ne dispose pas de moyens nécessaires pour faire de la prévention, par exemple, faire l'examen de milieux humides sur un terrain privé avant que les travaux de construction soient déjà en cours. Qu'en pensez-vous? » Alors, c'est un sujet qui a été commenté beaucoup depuis de nombreuses années, c'est la capacité d'action du ministère. Alors, c'est sûr que comme beaucoup d'acteurs, le CQDE, on voudrait que le ministère de l'Environnement ait le plus de capacité d'action possible raisonnablement pour qu'il puisse vraiment avoir des antennes partout sur le territoire, faire toutes les inspections et toutes les enquêtes nécessaires. C'est sûr que on ne prête pas de mauvaise foi au ministère quand on dit ça. On est confiant que c'est un ministère plein de fonctionnaires de bonne foi qui travaillent fort, mais s'il y en avait plus, je pense qu'on pourrait vraiment atteindre un niveau de protection supérieur. Alors, je suis d'accord que renforcer les capacités du ministère de l'Environnement, ça serait une bonne chose et je serais surpris d'entendre que les fonctionnaires seraient en désaccord avec ça. Merci. Puis, sa deuxième question, c'était « Y a-t-il une différence de moyens entre une ville régie par la loi sur les cités et villes versus une municipalité assujettie au code municipal? » Une différence dans les moyens juridiques, c'est une question peut-être intéressante, mais honnêtement, de façon quand même plus importante, la question un peu qui se cache derrière ça, c'est les capacités des différentes municipalités de différentes tailles. Parce qu'une municipalité qui est, par exemple, une ville, qui a des employés permanents, qui a un service d'urbanisme, c'est sûr qu'elle peut faire beaucoup plus qu'une beaucoup plus petite municipalité qui n'a même pas nécessairement d'employés, des fois carrément, ou pas beaucoup d'employés et qui donc veulent bien faire, mais n'ont peut-être pas la capacité justement de bien saisir toutes les nuances, de bien connaître toutes les différentes nuances en droit de l'environnement et en plein d'autres domaines de droit municipal. Donc, ça, quand même, c'est sûr qu'il faut en tenir compte. Il faut faire preuve d'indulgence, des fois, envers les gens qui travaillent pour les municipalités. Des fois, on a l'impression qu'elles ne veulent pas bien faire, mais alors que c'est vraiment pas une question de bonne volonté, mais une question de capacité. Alors, plus on est capable de les amener en douceur là où on veut qu'elles aillent, souvent, c'est plus efficace. Super, merci. Puis, tout à l'heure, vous parlez de l'accès à l'information. Donc, on a 2 questions de Alison Hackney. La première étant, certaines municipalités, dont la mienne, Senneville, n'affichent plus avis dans les journaux locaux. En fait, il y a une grande disparition des journaux locaux. Alors, où est-ce qu'on peut regarder pour ces avis? Alors, on peut demander carrément à la municipalité où publiez-vous vos avis publics. Normalement, il n'y en a pas 5000 endroits. Il va y en avoir 1 ou 2 ou 3 endroits où les avis publics de la municipalité vont être publiés. Et si ce n'est pas clair pour vous où ces endroits se trouvent, je pense que c'est tout à fait normal de demander à la municipalité.
Si vous avez une grande municipalité avec beaucoup d'employés, ça devrait être en principe la personne qui s'occupe du greffe. Donc, la greffière, le greffier devrait très bien connaître la réponse à cette question. On utilise souvent, par exemple, le journal local X ou bien tel endroit. OK. Aussi, il va de soi que le site web de la municipalité est une ressource importante dans bien des cas aussi, donc il ne faut pas le négliger. OK. Merci beaucoup. Elle se demandait aussi, là, tantôt, vous parliez de lettres que le CQDE a envoyées au sujet du registre. Est-ce que c'est possible peut-être de les partager avec l'audience pour qu'ils puissent éventuellement les partager avec leurs députés? Je vais certainement vous acheminer au fond d'héritage tout ce que je peux là-dessus, puis peut-être que vous pouvez diffuser. Merci. Super, merci. Laissez-moi juste trouver la prochaine question. OK, donc Jason demande, in a digital age, why do we still use legal notices in local newspapers? Why is it still the mechanism to inform the public? Interesting question. What else would there be, for example, if we don't use registries or websites, then I suppose we would use emails, but then the problem is that the city would need to have everybody's email, and then there's issues of privacy. It's not necessarily icy, so the question would be more print versus online. Now that's a good question. I think the idea of going on a municipality's website and making sure that the information is necessarily there and being able to access it easily there seems to be the low-hanging fruit. Now, whether that's mandatory by law is actually a good question that I should have the answer to, but I don't right now. But I think that it's certainly a good start when you're trying to find out what's happening in your municipality. OK, merci beaucoup. Donc, on a Rachel Nadeau qui demande, par rapport aux habitats fauniques, est-ce qu'un terrain possédé par une municipalité est considéré comme un terrain, une terre publique? En fait, c'est souvent considéré comme un terrain privé parce que la formulation du règlement sur les habitats fauniques à l'article 1, c'est les terres du domaine de l'État avec un E majuscule. Donc, typiquement, ça ne va pas être considéré comme les terrains appartenant à la municipalité elle-même. Donc, même là, malheureusement, les protections qu'on pourra voir pour les espèces fauniques ne vont pas être aussi élevées qu'on pourrait avoir, par exemple, sur les eaux navigables en théorie où le fédéral a une application un peu plus directe. Donc, c'est la raison pour laquelle, justement, les revendications pour le règlement sur les habitats fauniques sont d'autant plus importantes. Un cas pour le mentionner peut-être une fois de trop, sans vouloir le faire de façon abusive, c'est la Rainette Pourillon à Longueuil. C'était des terrains qui appartenaient à la municipalité en partie. Et justement, il y avait justement cet enjeu de tenter de protéger les habitats malgré la volonté à l'époque de la municipalité. Merci beaucoup. Patrick Gannon, qui est un co-administrateur du Fonds d'héritage, dit, you noted the limited effectiveness of Quebec laws for protecting endangered species, especially on private lands. And as far as federally listed species at risk, provinces like Quebec also seem to be failing in their responsibilities to protect these species. What steps can we take as organizations or as individual citizens to force the province to take stronger action, or what other options do you see to address this? Yeah, that's a very big question and a good one. And I would say that these laws that we have that are species by species are useful. They're important. We've used them. We're glad that they exist. We want them to be better. But it's really whack-a-mole. It's really trying to address the problem a little bit at a time. And we need to have a more holistic approach in our policies about protecting ecosystems, entire ecosystems, about connectivity between ecosystems, and protecting, air and water and land. So to approach it species by species has been useful and will continue to be useful, but it's really not the main way
to protect nature and biodiversity. The main way ought to be thinking about how we organize our territories. And so that's why I was mentioning earlier the loi sur l'aménagement et l'urbanisme being so important. If we have urban sprawl, if we're continuing to destroy natural spaces, woodlands, and wetlands, then one species at a time approach can only go so far. So I would say that on the provincial level here in Quebec, we have the Plan Nature that is going to come out in the next few months. The CQD and many others will be following that very closely and participating as much as possible, because we're hoping that we're going to have some, if we're optimistic, big leaps forward, but at the very least, I'm confident some steps in the right direction towards better protection of biodiversity in our provincial law. Thank you. Je pense qu'on n'a plus d'autres questions pour l'instant, mais donc si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Pour l'instant, moi, j'avais une question de ma propre initiative. Vous nous avez fait le tour du site web tantôt du CQDE, mais je me demandais, est-ce que c'est l'information juridique, est-ce que c'est gratuit pour les citoyens? Est-ce qu'il faut être membre? Comment est-ce que ça marche? Alors, c'est possible de devenir membre du CQDE, c'est possible de faire un don au CQDE, mais ce n'est pas requis, ce n'est pas nécessaire. Nous fournissons de l'information juridique gratuite à tout le monde, vraiment tout le monde. Alors, s'il y a une citoyenne, un citoyen qui se tourne vers nous, qui n'est pas membre, qui n'a pas fait de don, on ne va pas les refuser, c'est certain, c'est sûr et certain. Même des personnes qui n'ont pas nécessairement à cœur la protection de l'environnement, on pourrait répondre à des questions environnementales. C'est sûr que souvent, ces personnes-là vont trouver plus utile qu'on leur fournisse des références vers, par exemple, des avocats qui font du droit de l'environnement, mais qui ne sont pas strictement du côté de la protection de l'environnement comme nous, qui sont peut-être plus en conformité environnementale ou qui représentent des entreprises. Alors, il y a toutes sortes de ressources, on les connaît, on peut vous fournir des ressources dans tous les cas, même si nous n'avons pas nous-mêmes la réponse à vos questions. OK. Puis, est-ce que pour les cas que vous décidez de représenter devant les tribunaux, est-ce que c'est pour les citoyens aussi ou plutôt des entités comme des institutions, des organisations? Alors, le CQDE, en ce moment, n'est pas un bureau d'avocats comme tel. Donc, la façon que nous fonctionnons, c'est que si vraiment une personne a besoin d'être représentée devant le tribunal, nous pouvons fournir des références vers les bureaux d'avocats. Nous avons aussi, pour se conformer aux règles qui étaient en vigueur jusqu'à récemment, qui sont toujours en vigueur en fait, nous avons aussi créé une entité qui s'appelle CQDE Avocat Inc., qui est un petit bureau d'avocats. Et dans tous les cas, le CQDE, quand il va devant le tribunal, que ce soit lui-même ou via cette autre entité pour les citoyens, dans tous les cas, on a quand même une équipe relativement petite, on a des capacités limitées. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que les dossiers qu'on choisit, qu'on amène devant les tribunaux, ce sont les dossiers qui ont le plus grand impact. Et souvent, les dossiers qui ont le plus grand impact, ce ne sont pas nécessairement les dossiers où l'enjeu terrain est particulièrement grand. C'est des enjeux où la valeur de précédent qu'on peut aller chercher auprès du tribunal peut être importante pour d'autres situations similaires futures. Et là, vraiment, on peut avoir, par exemple, quelque chose qui pourrait être un jugement qui pourrait s'appliquer à l'échelle de la province après pour la suite. Donc là, il y a peut-être un plus grand impact. Alors qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus local, qui est beaucoup lourdement axé sur les faits, va peut-être moins être porté par le CQDE devant le tribunal, mais on va quand même fournir toutes sortes de ressources pour appuyer les citoyens. OK, parfait, c'était super clair, merci. On a deux autres questions qui sont rentrées. Donc, il y a Isabelle Anne qui dit « Je suis surprise de ne pas avoir des études sur la caractérisation écologique dans la liste d'outils pour les citoyens. Pouvez-vous élaborer sur ça? » Bien, vous avez raison, c'est un outil important, merci de le rappeler. Justement, il y a déjà eu au moins une occasion où le Fonds de héritage pour l'environnement a été présent pour aider un groupe citoyen à obtenir un financement pour engager des experts indépendants pour aller obtenir justement une caractérisation ou un inventaire d'un terrain. Ce n'est pas toujours possible parce que des fois, quand un terrain est privé,
ça prend le consentement du propriétaire pour accéder au terrain. Et souvent, ça prend un accès au terrain pour faire une caractérisation, pour faire des inventaires. Donc, il y a des cas où c'est possible, il y a des cas où ce n'est pas possible, mais c'est absolument un outil qui existe. Moi, je le vois comme un outil vraiment puissant, mais je le vois aussi comme une situation où il y a quand même eu un échec de notre droit de l'environnement quand les citoyens sont rendus à jouer le rôle de chien de garde à ce niveau-là. Ça devrait être les autorités publiques, la municipalité, la province qui jouent pleinement le rôle, qui fait en sorte qu'on ne devrait pas avoir à se rendre là, mais entre-temps, ça existe et puis des fois, il faut l'utiliser effectivement. Merci. Catherine Vallée demande, est-ce que le CQDE participe aux consultations sur au GAT, au GAT, dans le cadre de la tournée des régions du ministère des Affaires municipales? Alors, les OGAT, c'est les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Merci. C'est très important parce que je mentionnais tantôt une pyramide, une hiérarchie, bien, on a ça aussi en droit municipal. Le gouvernement adopte des orientations, ça a une grande influence, ça oriente. En fait, dans les cas des régions métropolitaines, les plans métropolitains d'aménagement, donc les PMAD pour les gens qui connaissent ça. Ensuite, ça vient orienter les schémas d'aménagement des municipalités régionales de comté. Et là, ça se décline dans des plans d'urbanisme et des règlements dans les municipalités locales. Alors, vous voyez que en haut de toute cette pyramide, il y a les OGAT. Et oui, le CQDE s'intéresse à ce sujet-là. Nous avons participé aux consultations qui ont déjà lieu sur la SNUAT devenue la PNAT, donc la Stratégie nationale d'urbanisme, d'aménagement du territoire et maintenant le Plan national d'urbanisme, d'aménagement et d'architecture du territoire. Alors, tout ça, ce sont des processus de consultation publique qui sont quand même excitants, importants. On espère que ça va déboucher vers des avancées importantes. On voit déjà que ça bouge. On a un projet de loi 16 sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qu'on est en train d'analyser. Projet de loi aussi 22 sur la loi sur l'expropriation qu'on est en train d'analyser. Alors, les réformes législatives, c'est un moment chaud en ce moment pour ça. Donc, les OGAT, c'est quelque chose que nous suivons de près. Nous avons assisté récemment à une rencontre sur ce sujet. Merci beaucoup. Je pense que ça conclut la période de questions et le webinaire par le fait même. Donc, on voulait, au nom du Fonds d'héritage, vous dire un énorme merci, Maître Bichère, pour votre présence et votre présentation qui était excellente. Merci aussi à tout le monde qui était présent avec nous ce soir. Comme Maître Bichère l'a déjà mentionné, on vous invite à faire un don au nom du Fonds d'héritage et le CQDE aussi. Donc, merci pour votre présence. Puis, on va partager aussi l'enregistrement sur notre site web et réseaux sociaux. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci à vous. All right. I'm just going to ask Marianne to leave. There she goes. Marc, merci beaucoup. Ça a bien été. Marianne, tu étais un bijou comme toujours. Alors, merci encore une fois pour votre temps là. Oui, merci. Oui. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci pour l'organisation. Désolé, j'étais un peu dernière minute. C'était photo finish, comme on dit. on a eu un peu de palpitation, c'est le cas. Mais on a sauvé le lapin, comme on dit, par ses cheveux. I just invented a new expression, by the way. Merci beaucoup, Marc. On se recroisait dans les corridors des interstices de la collectivité. Avec plaisir. All right. On continue. Est-ce qu'on peut partager l'enregistrement et le PowerPoint? Oh, yes.
Je vais vous envoyer une version où je corrige une petite coquille. Là, je vous envoie ça dans les prochaines minutes, puis vous pourrez partager cette version-là en PDF. Parfait. Merci. On va aussi souligner le fait qu'on peut faire les dons chez vous, que j'ai fait dans le chat. Alors, on va faire un peu de pression sur nos réseaux pour les deux instances à ce volet-là. Oui, excellent. J'ai aussi parlé peut-être un peu vite pour notre action de mobilisation pour le registre. Je vais faire des vérifications, puis je vous envoie tout ça par courriel dans les prochaines minutes. Perfect. On va colliger tout ça dans 2-3 jours. On va le mettre dans la place publique. Excellent. Merci. Merci, Marc. Bonne À la soirée. prochaine. Okay. Congratulations. Another check mark here. Great job. All right. Hopefully I won't have to do more next time. What I'm gonna do is I'm gonna cut the thing into little bits. Okay. We'll have the complete version if people want to watch it, and then I'm gonna pull some extracts out because there was 2 or 3 bits I thought that were very interesting on themselves that would be shorter capsules. Okay. And we can use those in various ways in the social medias. Okay. And I'm guessing we should do a newsletter that I will be more assidu. That's it. Yeah, I'm going to count on you, and I'm going to really count on you, Marianne. Because if I give you something to do, like, you know, if we promise people they're going to get a note in 2-3 days, I'm going to count on you. Hi, Catherine. Hello, Catherine. Our webinar is over, Catherine. Catherine, est-ce que vous pouvez nous entendre? I'm just gonna remove her. All right. Oops. Maybe not very. Yeah, I don't think I can do that in the next 2 or 3 days, but in the next week. Okay, I promised that we would put the recording out on Facebook in 2-3 days. Oh, I mean the recording I can, but like writing a newsletter? Oh, no, just the recording. All right, I'll get it to you. The full recording, and let's get that out within 2 or 3 days, if that's possible. Yep. On Facebook with like 2 or 3 sentences. That's it. Okay. Jolly good. Yeah. Because people, you know, we had about 80 people registered, and only I don't know how many people actually showed up. 27, including us. So. All right. What we should probably do, by the way, is if you got it, did you get it? I'll get a screenshot if I can of who was in. Maybe there's a record of it, and then I'll send them if I'm really feeling like Superman, I'll send them a little evaluation, like a three question evaluation form. What did you like? What could be improved? Okay. And then other comments, something like that. And if we can get some feedback from people, maybe there's people who couldn't hear, or people who couldn't understand French and like to have the translation at the bottom. I don't know what they're going to come up with. Okay. I mean, I think that's a really good idea, but if you don't have time, we could also target specific people that we know, like Isabelle, Bisson, and Allison, who were there, and even like Patrick, you know. Yeah, because they're all Anglophones. Yeah, we could do that maybe in terms. And I just meant like we know them, so like. Yeah. Okay, so you'll let me know when you have the recording, or like just. I'll send it to you on a WeTransfer probably in the next before tomorrow. Okay. All right. Take care, Marianne. Thanks again. Thank you. Bye. Bye.